Je sacrifierai à la coutume en remerciant les organisateurs de m'avoir invité, les remercier pour leur remarquable organisation également, et leur prescience. Lorsqu'ils ont fait appel à moi, il y a quelques mois, nous étions encore au mois d'octobre et nous ne savions pas que l'action conjuguée de Daesh et François Hollande allait remettre l'état d'urgence au cœur de nos réflexions et également la problématique de la désignation de l'ennemi intérieur. Et pourtant, si on veut bien s'y arrêter un instant, l'idée qu'il puisse exister un ennemi intérieur est curieuse. Elle est plus que curieuse. Parce que, par nature, l'État est une communauté politique qui repose sur la concorde en son sein. C'est-à-dire que l'ennemi, lui, il est en dehors de la communauté politique. Cela, on le voit dans l'histoire, aussi bien chez les anciens que chez les modernes. Aristote l'écrit de manière absolument claire dans son Éthique à Nicomaque. L'amitié constitue le lien des cités. La concorde, dit-il, qui pourrait être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherche avant tout le législateur. Alors même, dit-il, que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'il pourchasse avec le plus d'énergie. Platon ira plus loin encore lorsqu'il explique que le conflit entre Grecs est une maladie. Voilà ce qu'il écrit dans La République. « Je prétends en effet que les Grecs appartiennent à une même famille et sont parents entre eux. Par suite, lorsque les Grecs combattent les barbares et les barbares les Grecs, nous dirons qu'ils guerroient, qu'ils sont ennemis par nature et nous appellerons guerre leur inimitié. Mais s'il arrive quelque chose de semblable entre Grecs, nous dirons qu'en un tel moment, la Grèce est malade, en état de sédition. » Si Athènes est mère de la philosophie, Rome est mère de la sage du droit. Et justement, c'est vers Rome que nous allons aller un instant. Et à Rome, on a un ennemi intérieur. On a un concept d'hostis publicus, d'ennemi public. Sauf que, précisément, en étudiant le droit romain, on s'aperçoit que c'est par une sorte de fiction que cet ennemi est exclu de la communauté des citoyens. Vous allez le voir, évidemment, l'hostis publicus, c'est l'ennemi étranger de Rome, mais l'ennemi intérieur, c'est-à-dire celui qui a transgressé la loi de la communauté politique. Sauf que, précisément, le citoyen, pour être hostis publicus, si vous voulez, va franchir la mesure de l'inimicus pour devenir un hostis. C'est-à-dire que ses actes le retranchent de la communauté politique romaine. Et conceptuellement, en fait, on met cet ennemi intérieur hors de Rome afin de pouvoir le traiter comme un étranger, comme un ennemi. C'est ce l'on retrouve en droit dans la logique du sacer. La désignation de l'homme comme sacer à Rome, ça traduit son bannissement, sa mise hors de la communauté civique pour un motif judiciaire, dont les conséquences peuvent être quand même très dures, puisque l'homo sacer peut être tué par tout un chacun. Voilà. Et finalement, cette idée de rejeter hors de la communauté celui qui en refuse les règles, on le retrouve dans la doctrine chrétienne. Chez saint Matthieu, on nous rappelle que toute cité divisée contre elle-même périra. Alors, effectivement, l'unité politique d'une collectivité, elle a pour sens la suppression des ennemis intérieurs et l'opposition aux ennemis extérieurs. C'est-à-dire que l'inimitié politique, elle est à l'extérieur, dans l'État, c'est la concorde. Et d'ailleurs, précisément, celui qui remet en cause la concorde dans l'État, on dit qu'il est hors la loi. Et d'une certaine manière, il mérite la qualité d'ennemi. Faisons un bond historique pour arriver chez les modernes jusqu'à Rousseau. Rousseau le dit bien, le pacte qui lie entre les habitants de la cité, les citoyens pour donner corps à la cité plus exactement, a pour raison d'être la pérennité et de ses membres et de la société. Et dit Rousseau, celui qui viole le pacte social se retranche de la société, il mérite d'être déclaré ennemi et poursuivi comme tel. Et Rousseau est très clair. Là, je vous cite le contrat social.
Tout malfaiteur qui attaque le droit social, donc le droit de la société, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'État, écrit Rousseau, est incompatible avec la sienne. Il faut qu'un des deux périsse. Et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Dès lors que le criminel s'est retranché du corps social, eh bien, il doit en être retranché par l'exil ou par la mort. C'est au contrat social. Au chapitre 2, c'est très clair. Donc l'ennemi intérieur ne saurait avoir la moindre place dans l'État. Pour autant, force est de constater que l'expression d'un ennemi intérieur et l'idée qu'elle recouvre tend à envahir notre environnement quotidien. Une rapide recherche sur Google nous donne, avec la recherche ennemi intérieur, près de 150 000 pages référencées dans l'actualité. Alors, on en parle. Simplement, il faut bien voir que l'existence d'un ennemi, et plus simplement un adversaire, c'est une grave source de danger pour la communauté politique. C'est la prémisse à sa disparition même. Et l'utilisation de l'expression ennemi intérieur, elle n'est pas neutre, même simplement médiatique, elle n'est pas neutre. Elle sous-entend l'existence de graves menaces qui affectent la survie même de l'État. Elle exprime l'idée qu'il y aurait au sein de l'État, parmi nous, une fraction de la population qui conspire, si ce n'est à la destruction de l'État en tant que tel, tout au moins à sa subversion, c'est-à-dire au sens premier, au renversement absolu de ses valeurs et de ses principes, pour les remplacer par d'autres. Or, c'est depuis les plus hauts sommets de l'État qu'est dénoncée la présence d'un ennemi intérieur, un ennemi qui mine la nation, qui s'attelle à sa destruction. Le Premier ministre relevait, d'abord comme ministre de l'Intérieur, que la France était confrontée à une guerre de civilisation, où l'ennemi était extérieur comme à l'accoutumée, mais également intérieur. Et il a poursuivi ce discours comme Premier ministre. Ces propos n'ont jamais été démentis par le chef de l'État. Alors, reconnaissons-le, François Hollande n'a pas utilisé, à ma connaissance, l'expression « ennemi intérieur ». Mais il s'en inspire très nettement. Voilà ce qu'il disait dès le 14 juillet. La France a toujours, hélas, depuis des décennies, connu des actes terroristes. Cette fois-ci, cela est différent. Ce ne sont pas des terroristes qui viennent de l'extérieur. Parfois, ils sont partis à l'extérieur, mais ils sont aussi dans notre pays. Ils n'utilisent pas les mots, mais la réalité est bien présente. L'utilisation récurrente de l'expression ne vient pas du seul fait des dirigeants de l'État. On le trouve dans le discours de nombreux responsables de l'opposition. On pense à Christian Estrosi, Nadine Morano et, évidemment, mais cela est finalement moins surprenant, dans le discours de la droite radicale. Ici, je ne vais pas m'interroger totalement sur la pertinence de l'utilisation de cette expression aujourd'hui. Pourtant, chacun voit bien qu'il y a en France, aujourd'hui, un discours objectif d'hostilité à la nation, ainsi qu'aux valeurs qui structurent cette nation. C'est sans doute un discours très minoritaire, mais chacun le voit, chacun l'entend. Il y a une revendication islamiste radicale qui conteste les valeurs républicaines et françaises, trouvant un écho au sein d'une fraction significative de la population. Alors, qui a commencé ? Je ne sais pas. J'ai ma petite idée quand même, mais en tout état de cause, cela existe. Alors, il faut donc engager une réflexion sur les enjeux et la portée de cette notion d'ennemi intérieur. Parler d'un ennemi intérieur suppose d'abord de déterminer qui est cet ennemi intérieur, que nous dit le droit de cet ennemi intérieur. Et puis, une fois qu'on aura identifié un ennemi intérieur, finalement, il faut en envisager les conséquences. Qu'est-ce que l'on en fait ? Eh bien, la désignation de l'ennemi intérieur a pour effet de lui apporter un traitement juridique visant à le réguler. Alors, je vous propose d'envisager d'abord la détermination de cet ennemi intérieur pour voir ensuite la suggestion de cet ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur ? Eh bien, comme Janus, l'ennemi intérieur possède deux visages qu'on peut finalement
assez facilement distingué dans l'histoire. Je dirais, si vous me le permettez, pour oser cette facilité linguistique, l'ennemi intérieur, c'est d'abord un ennemi à l'intérieur. De ce point de vue-là, l'ennemi à l'intérieur, on va le voir, c'est finalement classique, c'est le prolongement à l'intérieur des frontières de l'ennemi extérieur. C'est un ennemi qui est à l'intérieur. Mais par la suite, et plus récemment, l'ennemi intérieur a pris une seconde signification. Ce n'est plus seulement un ennemi à l'intérieur, mais bel et bien un ennemi de l'intérieur. Une sorte de métastase qui affecte le corps social. Reprenons ces deux points. L'ennemi intérieur, bien finalement, historiquement, c'est d'abord le ressortissant d'une puissance contre laquelle le pays est en guerre. Cet ennemi intérieur est une sorte d'appendice de l'ennemi extérieur. Et à l'occasion de toutes les guerres, eh bien, des mesures d'exception viennent frapper ces étrangers, d'abord, et ceux soupçonnés d'être les soutiens de l'ennemi. Avant même que l'on invente la notion de cinquième colonne, on a pu voir que le déclenchement des guerres s'accompagne de l'adoption de mesures qui vont frapper les étrangers en général et plus spécifiquement les étrangers ressortissants des puissances avec lesquelles la France est belligérante. Ils sont supposés être les soutiens du pays dont ils possèdent la nationalité, suspectés d'espionnage. Et donc la mesure la plus immédiatement envisageable, c'est ce que l'on fera en 1870, c'est l'expulsion. Mais on peut avoir des solutions plus larges. En 1914, on évite l'expulsion parce qu'on se dit que si on renvoie les Allemands et les Autrichiens hongrois dans leur pays, ils vont pouvoir les aider. Ils sont jeunes, ils peuvent porter les armes, et ils connaissent la France, ils peuvent faire de l'espionnage, ils peuvent aider l'ennemi. Donc il vaut mieux, finalement, les mettre en rétention. Le jour même de la proclamation de l'état de siège, en 1914, un décret limite les droits des étrangers. Le ministre de la Guerre explique qu'il semble indispensable de prendre à l'égard des étrangers stationnés en France des mesures qui les empêcheront de nuire. Et donc, ils doivent faire connaître leur identité auprès des autorités. On leur demande d'évacuer le nord-est et une partie du sud-est et ils seront regroupés, internés dans des camps durant toute la durée de la guerre. Des mesures semblables vont se renouveler en France à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le gouvernement va décider d'interner l'ensemble des ressortissants résidant en France des pays avec lesquels la guerre a été déclarée. Ce qui aboutit d'ailleurs à mettre dans les mêmes camps des anti-nazis ayant quitté l'Allemagne et des nazis résidant en France. Ceci dit, cette approche est loin d'être circonscrite à la France. Certains ont fait plus, certains ont fait mieux en quelque sorte. En particulier, je pense aux États-Unis. Le décret présidentiel 9066 du 19 février 1942 a conduit à l'internement dans des camps de détention, non seulement de tous les Japonais résidant aux États-Unis, mais sur un critère strictement racial de tous les citoyens américains d'origine japonaise. Ils ont été près de 250 000 internés de février 1942 à septembre 1945. Rassurez-vous, ils reçurent un dédommagement de $25 à leur libération. Soyons honnêtes, les survivants en 1988 recevront les excuses du Congrès et la somme de $20 000 pour les survivants, pas leurs ayants droit. Rassurez-vous, dans le pays du droit, le juge constitutionnel a été saisi et la Cour suprême a dit que cela était parfaitement conforme à la Constitution américaine. Bien. Alors, et là on commence à glisser, vous allez voir, outre les ressortissants des États étrangers résidant sur le territoire, l'ennemi intérieur peut désigner ceux des nationaux qui se feraient les soutiens de l'ennemi extérieur pour des raisons idéologiques. Et Charles Maurras a fait de la lutte contre l'ennemi intérieur la raison d'être de son combat. Il écrit notamment, son œuvre est perclue de citations de ce type, « Le nationalisme est la sauvegarde due à tous ces trésors qui peuvent être menacés sans qu'une armée étrangère ait passé la frontière. Il défend la nation contre l'étranger de l'intérieur. » Et donc, il dénonce longuement la présence au sein du pays de ceux qu'il considère, je cite, comme des étrangers de nationalité française, les 4 États confédérés, les appendices de l'ennemi de l'extérieur qui combattent éternellement la France. Ces étrangers de l'intérieur sont vus par Maurras comme des gens qui constituent en France le parti de l'étranger, dissimulé derrière une nationalité de façade. Alors,
Outre ces ennemis discrets, en quelque sorte faussement français, il faut ajouter ceux qui s'en font les complices, par proximité intellectuelle. Et on sait qu'en 1939-1940, plusieurs milliers de Français seront internés car sympathisants soit des nationaux-socialistes allemands, soit des communistes soviétiques. Donc cette mise en cause de la proximité idéologique entre certains des nationaux et l'ennemi reflète la conception selon laquelle le corps social devrait être purgé de ces éléments suspects. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de l'ennemi intérieur qui n'est plus seulement un ennemi à l'intérieur, mais véritablement un ennemi de l'intérieur dont il va falloir purger le corps social. Alors, l'idée qu'il y ait un ennemi caché au cœur de la société, c'est un discours à proprement parler révolutionnaire, c'est l'idée qu'il y a au cœur de l'État, parmi nous, un ennemi. Et un ennemi d'autant plus redoutable qu'il prend l'apparence du concitoyen. En tant que tel, cet ennemi de l'intérieur résulte d'une définition idéologique de l'ennemi. Définition dont la forme la plus aboutie s'est observée dans le discours révolutionnaire français. Définition qui doit être rappelée avant d'en envisager les conséquences radicales. Évoquer un ennemi de l'intérieur conduit à considérer que c'est bien en raison de ce qu'il pense, voire même simplement de ce qu'il est, qu'un ennemi, qu'une personne, pourtant concitoyenne, doit être assimilée à un ennemi. Ennemi d'autant plus redoutable qu'il prend l'aspect du frère, qu'il s'apparente à un serpent réchauffé dans le cœur de la patrie. Ici, comme on l'a vu avec le droit romain, le citoyen en cause franchit la mesure de l'inimicus pour devenir un véritable hostis, mais à l'intérieur même des frontières. Ici, un ennemi de l'intérieur, c'est l'identifier, cela veut dire considérer que le simple fait de penser certaines choses condamnées par les pouvoirs publics suffit à faire de la personne un ennemi, et donc justifie son rejet hors du corps social. C'est le droit public de la Révolution qui va porter cette définition idéologique de l'ennemi de l'intérieur à son apogée. Dès 1791, bien avant la Terreur, le discours jacobin impose le clivage entre le peuple et les ennemis du peuple. On connaît les mots définitifs de Robespierre. Les ennemis, qui sont-ils? Il y en a de deux espèces, les ennemis du dehors, les ennemis du dedans et les ennemis du dehors, ajoutant même que ces ennemis du dedans sont beaucoup plus dangereux. Par la suite, Robespierre ira plus loin et simplifiera les choses. Et il n'existe plus que deux partis dans la République, écrira-t-il en 1793. Celui des bons et celui des mauvais citoyens. Le corps social est ainsi scindé de manière irrémédiable entre les bons et les mauvais. Et comme on l'a vu, ou comme on le sait à propos du génocide khmer, finalement, l'ennemi du peuple, c'est d'abord l'aristocrate, mais ça ne suffit pas. C'est ensuite l'ennemi du peuple, et ensuite c'est le citoyen corrompu. On agrandit la sphère de ceux qui peuvent être désignés. Cette sphère de l'ennemi du peuple est susceptible de s'étendre toujours plus loin au hasard des intentions du souverain. C'est une doctrine politique qui ouvre bel et bien la porte à la guerre de l'État contre tous les déviants de l'intérieur. Finalement, cette doctrine identifie l'opposant politique à un être nuisible pour l'unité nationale. Alors, la conséquence sociale, elle est très claire. Bien sûr, c'est une déshumanisation de l'adversaire contre lequel tout est permis. C'est au nom de l'humanité qu'il faut éradiquer les éléments inhumains. Et la Révolution le fera parfaitement. Les éléments inhumains, ce sont les contre-révolutionnaires. Et puis ensuite, les timides. C'est la conséquence d'une vision unanimiste de la société que l'on trouve chez Rousseau d'ailleurs. Une société dont on doit éradiquer les métastases pour purifier le corps social. Rousseau le dit, si lors du pacte social il se trouve des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat. Elle empêche seulement qu'il n'y soit compris. Ce sont des étrangers parmi les citoyens. Et donc la logique contractuelle, dans sa dimension ultime, peut impliquer une telle approche. Celui qui use de ses droits à l'encontre du bien commun possède vocation à perdre la garantie de ses droits. Saint-Just conclura très simplement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et puis, alors, on a bien un ennemi intérieur. Maintenant, cet ennemi intérieur, qu'en fait-on? Comment l'assujettir? Comment le traiter? Eh bien, envisageons ça dans un second temps. Identifier l'ennemi intérieur va faire l'objet d'un traitement juridique ad hoc de la part des pouvoirs publics. Et ce traitement, il va de l'amoindrissement des droits
jusqu'à l'anéantissement des droits. Envisageons cela successivement. D'abord, l'amoindrissement des droits. Celui dont le comportement témoigne de sa qualité d'ennemi et qui est à ce titre mis au banc de la société fait l'objet d'un traitement juridique qui vise à limiter ses capacités d'action au sein du corps social. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées. D'abord, ce sera l'hypothèse de la mort civile, puis c'est dans le droit de la Révolution applicable aux émigrés qu'on va retrouver cet amoindrissement des droits, qui a écho jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au débat de cette semaine, sur finalement l'indignité nationale et puis la création, certains l'évoquent, d'un statut ad hoc qui permettrait d'empêcher certains citoyens de devenir fonctionnaires, d'avoir accès à l'aide sociale, etc., etc. Ce sont les débats de cette semaine. Alors, la mort civile, c'est quelque chose qui existait dans l'ancien droit. Cela n'existe plus depuis 1850. C'était prévu à l'époque par les articles 22 et 25 du Code civil de 1804. Ça visait la situation de celui qui ne méritait plus, au regard de ses actes, de faire partie de la communauté des hommes. Pothier, un grand juriste, au milieu du XVIIIe, relevait « Les personnes qui sont l'objet de nos lois sont celles qui jouissent de la vie civile. La vie civile n'est autre chose que la participation d'une personne aux droits de la société civile. La mort civile est le retranchement de cette société et la privation de ses droits. Quelqu'un touché par la mort civile ne pouvait plus hériter. Sa capacité à passer des contrats était limitée. » Alors, le principe qui gouvernait le recours à la mort civile réside dans l'idée que ceux que leurs actes ont exclus de la communauté des citoyens, donc sanction pénale, ne peuvent plus prétendre exercer les droits ordinairement attachés à la qualité de membre du corps social. Et dans les débats contemporains, actuels, vraiment de cette semaine et des semaines qui vont venir, certains disent finalement la déchéance de la nationalité, c'est pas bien. Il faudrait maintenir les gens dans leur statut de français, mais un statut finalement diminué, une capitis diminutio. Ils ne pourraient pas accéder à la fonction publique, ils n'auraient plus droit à l'aide sociale, etc., etc. Je n'invente pas, j'étais loin de l'imaginer quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là il y a quelques années, mais c'est bel et bien dans le discours de la gauche de gouvernement aujourd'hui. Alors, et l'idée d'exclure les mauvais citoyens de la communauté a trouvé jusqu'à présent, je ne sais pas ce que nous allons avoir demain, mais son illustration la plus nette au cours de la Révolution. Les dirigeants se sont attachés à punir ceux que leur comportement pouvait faire suspecter de déloyauté envers la nation. Les émigrés d'abord, puisqu'il est bien dit que tous les Français qui partiront s'installer à l'étranger perdront la citoyenneté. Et puis, au-delà de ça, alors l'idée est simple, les émigrés se sont exclus de la nation en quittant la France, ils doivent être sanctionnés. Et donc, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les exproprier, on va confisquer leurs biens, on va vendre leurs biens. Ils vont être bannis à perpétuité, avec peine de mort s'ils reviennent en France. La peine sera ensuite étendue à leur famille. Et puis la création du tribunal révolutionnaire va s'inscrire dans cette perspective. Dans la mission du tribunal révolutionnaire en 1793, on dit bien qu'il doit juger de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous les complots. Et sa mission est étendue en 1794, et on dit bien alors qu'il est là, le tribunal, on y est, pour punir les ennemis du peuple. La logique de la citoyenneté révolutionnaire, qui triomphe avec la Convention, conduit finalement à considérer que ceux qui ne partagent pas les valeurs de la République sont des étrangers et ils doivent être retranchés physiquement du corps social. En 1944, la création de l'infraction d'indignité nationale s'inscrit dans une perspective identique. C'est une infraction pénale dont la peine est la dégradation nationale qui vient rétroactivement viser les actes commis par les Français à l'occasion de l'occupation allemande et parfois même les pensées. L'exposé des motifs de la loi instituant l'indignité nationale témoigne de sa nature profondément politique. Il faut, dit le ministre, une purification de la patrie. Il évoque la nécessité de la purification de la patrie. Et donc il faut une sanction infamante qui doit viser les citoyens indignes dont les droits doivent être restreints. Bien sûr, ça vise ceux qui ont aidé l'Allemagne
mais au-delà, ceux qui ont porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté ou à l'égalité des Français. Un motif d'incrimination particulièrement souple quand même. Ce qui est considéré comme une trahison de la patrie fait l'objet de lourdes sanctions. Je rappelle quand même que cette dégradation nationale entraîne bien sûr l'inéligibilité et la perte du droit de vote, mais aussi la destitution de toutes les fonctions, emplois, offices publics et corps constitués, interdiction et perte des fonctions d'enseignants, d'avocats, de notaires, d'avoués, de chefs d'entreprise, de fonctions dans les conseils d'administration des entreprises, des banques, dans la presse, dans la radio, dans les syndicats, dans les corporations, dans les organisations professionnelles. Ils ne peuvent plus être tuteurs, ils ne peuvent plus gérer leurs biens, ça va loin. Alors, la peine n'existe plus depuis l'instauration du nouveau code pénal, mais je vous rappelle que cette année 2015 qui vient de s'achever nous a rappelé que pour certains, il convenait de la réinstituer, avec comme l'idée d'une peine infamante, avec l'idée que certains comportements justifient que les auteurs soient mis à l'écart de la communauté politique. Flétrir les mauvais citoyens peut supposer que leurs droits soient amoindris, on vient de le voir. Ça peut encore justifier leur élimination pure et simple. Oh, je ne parle pas aujourd'hui d'élimination physique, comme au cours de la Révolution, mais à tout le moins de l'anéantissement de leurs droits en tant que citoyens. Voyons cet anéantissement des droits. Alors, l'anéantissement des droits de citoyens, c'est envisager la manière, et là on est au cœur de l'actualité, et ça nous interroge tous, je pense, la manière dont la cité va réagir à l'encontre du comportement de ses membres qui remettent en cause les règles fondamentales du pacte social. Dès lors que les actes d'un Français manifestent son refus de la cité, retrancher cette personne de la cité apparaît comme une conséquence naturelle de son attitude. Ces Français se retranchent de la cité, ils vont donc voir anéantis leurs droits de membres de la communauté politique. Cela, qu'ils soient français d'acquisition ou d'attribution. Vous savez, on devient français de deux manières, ou on est français de deux manières. Il y a ce qu'on va appeler l'acquisition de la nationalité, qui désigne toutes les hypothèses dans lesquelles on devient français postérieurement à sa naissance. Et ensuite, il y a l'attribution de la nationalité, qui désigne toutes les hypothèses, essentiellement le droit du sang, c'est-à-dire lorsqu'on est saisi comme français à la naissance. Et on est français essentiellement en tant que descendant de Français. Je rappelle qu'il n'y a pas de droit du sol en France. Il n'y en a pas. Il y a un double droit du sol, j'y reviendrai s'il y a des questions tout à l'heure, et ensuite il y a, donc ça c'est l'attribution, il y a dans l'acquisition une possibilité simplifiée d'acquisition de la nationalité à raison de la naissance et de la résidence. La naissance n'est jamais suffisante. On va exiger de la personne 8 années de résidence avant l'âge de 12 ans et la naissance. Il faut les deux, naissance et résidence. Et ça fonde un accès simplifié à la nationalité. Bien. Parce que la nationalité est marquée par sa dimension verticale et horizontale. Horizontale, c'est un élément de l'état des personnes, bien sûr. Mais la nationalité, c'est aussi, dans la définition classique, l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un État. Et d'ailleurs, on explique qu'internationalement, une nationalité n'est opposable, c'est-à-dire ne permet qu'un État protège une personne que si cette nationalité correspond à un état de fait réellement vécu. C'est-à-dire qu'il faut une concordance entre la nation de cœur et la nationalité de droit. Alors, il existe en droit français la possibilité qu'une personne obtienne la libération de ses liens d'allégeance. S'il ne se sent plus français, on peut demander à être mis en dehors de la nationalité. Mais il y a également, c'est à la demande de l'individu, mais il y a l'hypothèse dans laquelle c'est l'État qui va cesser de reconnaître une personne comme un des siens, qui va châtier sa conduite. C'est la déchéance de la nationalité, l'article 25 du Code civil, qui vise les Français par acquisition, ceux donc devenus français, à qui on pourra retirer leur nationalité en raison de leur indignité ou de leur manque de loyalisme, dès lors qu'ils auraient commis certains actes. Essentiellement, le terrorisme,
l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou des actes incompatibles avec la qualité de Français, des actes préjudiciables à la France. L'idée, c'est que la gravité de l'atteinte au pacte social explique que l'on puisse déchoir de la nationalité une personne devenue française. Ceci dit, cette procédure de l'article 25 du Code civil, qui ne peut pas avoir pour effet de rendre une personne apatride, est très rarement utilisée. Elle a été utilisée moins de 15 fois depuis 30 ans. Mais les Français dits d'origine ne sont pas oubliés, les Français par attribution. Il faut savoir qu'il y a 2 articles du Code civil, l'article 23.7 et l'article 23.8, qui ne s'appliquent qu'aux Français par attribution, Français à la naissance, et qui permettent de sanctionner leur comportement s'ils seraient déloyaux envers la patrie. Le 23.7 dit que le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut se voir retirer sa nationalité. Et d'ailleurs, en droit, on ne prononce pas le retrait de la nationalité. On constate que la personne, par son comportement, s'est retranchée de la communauté. Et enfin, l'usage de cette procédure du 23.7 est très rare, moins de 5 utilisations depuis 1945. Et enfin, on a le 23.8 qui est peut-être le plus intéressant. Le Français qui s'engage les armes à la main dans une armée étrangère, par ce seul fait, est réputé avoir perdu la nationalité si le gouvernement le déclare. Le Français qui combat Daesh, en 15 jours, on cesse d'en faire un Français. Que les choses soient claires, je ne suis pas sûr qu'on ait réglé le problème. Mais le 23.8 le permet. Sachez que le 23.8 n'a, semble-t-il, jamais été utilisé depuis 1945. Mais dans l'idée, c'est que celui qui s'est mis au service d'un souverain étranger commet une faute qui est réprimée par la perte de la nationalité. On sanctionne l'attitude d'une personne qui n'est plus conforme à ce qu'il est légitime d'attendre de la part d'un membre de la communauté nationale et dont les actes, finalement, témoignent d'une trahison. Et le 23.8 est d'autant plus sévère qu'à la différence du 25, la déchéance, et du 23.7, cette mesure peut intervenir sans que le ressortissant en cause ne possède une autre nationalité. La mise en œuvre de l'article 23.8 peut avoir pour effet de faire de la personne anciennement française un apatride. Nulle convention internationale n'empêchant de faire un apatride en France. Oui, la nationalité, j'évoquais sa verticalité, c'est le reflet, c'est la survivance de l'allégeance qui unissait le vassal au suzerain. Aide et protection, obéissance. Alors, maintenant, pour conclure, parler d'un ennemi intérieur au cœur de la cité, oui, ça illustre d'abord un échec. L'incapacité de la cité à maintenir la concorde en son sein. Pour autant, dès lors que certains s'excluent de la nation par leur comportement, la nation n'est plus obligée de leur reconnaître les droits attachés à la qualité de citoyen. Rien, et ça rejoint ce qu'écrivait Schmitt, rien n'oblige à tolérer l'existence dans la cité de personnes visant à la destruction de l'ordre social. La concorde ne résiste pas à la compétition de partis dont les conceptions sur le sens de l'État sont radicalement divergentes. Le pouvoir politique régule le jeu des acteurs de la société et les rivalités de ces acteurs ne sont acceptables que si l'intensité de ces rivalités ne remet pas en cause le vivre ensemble. Et c'est au pouvoir et à lui seul de trancher, de prendre les décisions convenables pour régler un conflit qui prendra de toute manière une proportion politique. Et ces décisions, il les assume au nom de la concorde et de l'unité nécessaire à la collectivité. L'élimination de l'ennemi intérieur est une condition de survie pour l'ordre de la cité. Il y a une nécessité éminemment politique de combattre un adversaire qui souhaite vous anéantir. Dès lors qu'il n'y a plus de bannissement, l'exclusion de l'ennemi par sa mise hors de la communauté nationale devient la réponse symbolique à l'évidente nécessité de la sauvegarde.